J'invite maintenant la délégation de l'État participant suivant, le Luxembourg, à prendre la parole devant la Cour et appelle M. Alain Guermont à la barre. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, c'est un honneur pour moi de présenter devant vous aujourd'hui, en tant qu'agent du gouvernement du Luxembourg, nos observations orales dans le cadre de la présente requête pour avis consultatif. Le Luxembourg a le plus grand respect pour la Cour et pour le système de justice internationale dans lequel elle exerce ses fonctions. La participation du Luxembourg dans le cadre de la présente requête reflète sa volonté de contribuer au renforcement de l'ordre international fondée sur la règle de droit, pour laquelle la Cour avait un rôle essentiel. Le Luxembourg a voté en faveur de la résolution 77-247 de l'Assemblée générale et espère que l'avis consultatif de la Cour pourra renforcer le rôle des Nations unies pour contribuer à la réalisation d'une solution pacifique du conflit israélo-palestinien dans le respect du droit international. Mon pays soutient pleinement la vision formulée par le Conseil de sécurité d'une région où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côté à côté, en paix, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. En tant qu'État membre de l'Union européenne, le Luxembourg souscrit aux positions agréées de l'Union sur le processus de paix au Proche-Orient, telles que notamment reflétées dans les conclusions du Conseil de l'Union européenne, ainsi que les déclarations de l'Union. En ce qui concerne la recevabilité de la demande, le Luxembourg renvoie à son exposé écrit du 20 juillet 2023. Il estime que la Cour est compétente pour répondre à la requête et qu'il n'existe pas de raison décisive justifiant un refus de la Cour d'émettre un avis consultatif sous son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 65 du statut de la Cour. Quant au fond de la requête, le Luxembourg souhaite présenter 4 observations sur les points juridiques soulevés dans les questions soumises à votre Cour, à savoir le droit applicable, le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, l'occupation, la colonisation et l'annexion des territoires palestiniens, ainsi que les conséquences juridiques qui en découlent pour Israël et les autres États. Premièrement, en ce qui concerne le droit applicable, votre Cour avait déjà procédé à une détermination dans son avis du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé. J'en rappellerai les éléments de droit applicables dans le cadre de la présente requête. Les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies au sujet de l'usage de la force, lesquels reflètent le droit international coutumier et comme corollaire l'illicéité de toute acquisition de territoire résultant de la menace ou de l'emploi de la force. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tel qu'il a été consacré par la Charte, la résolution 2625 de l'Assemblée générale et les 2 pactes sur les droits humains de 1966. Les règles et principes du droit international humanitaire, tels qu'ils découlent des dispositions du règlement de La Haye de 1907, qui ont valeur coutumière, et de la 4e Convention de Genève, et le droit international des droits humains. Sont encore pertinents les résolutions spécifiques du Conseil de sécurité relatives au territoire palestinien occupé et aux droits du peuple palestinien, celle de l'Assemblée générale, pour autant qu'elle reflète le droit international coutumier, ainsi que la déclaration de principe sur les arrangements intérimaires d'autonomie du 13 septembre 1993 et enfin l'accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza du 28 septembre 1995, appelé accord d'Oslo II. À cela viennent s'ajouter depuis 2012 les instruments juridiques multilatéraux auxquels la Palestine est devenue partie et qui, par leur objet, entrent dans le cadre de la présente analyse. Ma deuxième observation concerne le droit à l'autodétermination. Ce droit est explicitement mentionné dans les articles 1er et 55 de la Charte. Selon l'article 1er, deuxième paragraphe de la Charte, un des buts des Nations Unies est de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes
et prendre toute autre mesure propre à consolider la paix dans le monde. Plus particulièrement, le droit à l'autodétermination a été régulièrement reconnu par différents organes des Nations Unies. Il a été précisé dans la résolution 2625 de l'Assemblée générale, qui indique que tout État a le devoir de favoriser la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, conformément aux dispositions de la Charte. Le Conseil de sécurité a également évoqué la nécessité d'un règlement juste et durable du conflit israélo-palestinien qui tienne compte des, je cite, droits politiques légitimes du peuple palestinien. Votre Cour a souligné dans l'avis consultatif de 2004 que l'existence d'un peuple palestinien ne saurait plus faire débat et indiqué que le droit à l'autodétermination figure parmi les droits légitimes du peuple palestinien mentionné dans l'accord Oslo II, en confirmant que ce droit constitue une obligation erga omnes. Dans l'avis sur les effets juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos de Maurice, votre Cour a reconnu que le droit à l'autodétermination est un droit humain fondamental, revêtant le caractère de norme coutumière. Elle a encore précisé que le droit à l'autodétermination doit être l'expression de la volonté libre et authentique du peuple concerné, même si, en droit international coutumier, il n'impose pas un mécanisme particulier pour sa mise en œuvre dans tous les cas. Concernant les territoires palestiniens occupés, le développement de colonies de peuplement et le morcellement qui en découle portent gravement atteinte au droit à l'autodétermination du peuple palestinien et entravent de ce fait l'édification d'un État de Palestine viable dont la perspective s'éloigne au fur et à mesure que les atteintes à l'intégrité du territoire palestinien persistent et augmentent. En lien avec le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont ainsi affirmé l'illégalité des implantations israéliennes et exigé d'Israël de mettre fin, entre autres, à ces activités d'implantation qui ont toutes des conséquences graves et préjudiciables, entre autres pour les droits humains du peuple palestinien, notamment son droit à l'autodétermination. Selon le droit de la responsabilité internationale, la violation de ce droit constitue un fait internationalement illicite ayant un caractère continu. Au terme des articles sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites adoptés par la Commission du droit international en 2001, l'État responsable conserve le devoir d'exécuter l'obligation violée si celle-ci est encore en vigueur, ce qui est à l'évidence le cas ici. Il a aussi pour obligation de mettre fin aux faits internationalement illicites. Ce devoir s'impose d'autant plus que la réalisation du droit à l'autodétermination est une condition essentielle à la garantie et au respect effectif des droits humains, ainsi qu'à la préservation et à la promotion de ces droits. J'aborderai à présent ma troisième observation concernant l'occupation, la colonisation et l'annexion des territoires palestiniens. L'occupation est une situation de fait objective qui se caractérise par le contrôle effectif exercé par un État sur un territoire déterminé. Le régime juridique de l'occupation s'applique indépendamment de la licéité de l'opération ayant permis à l'État d'exercer son contrôle effectif sur le territoire occupé. De très nombreuses résolutions du Conseil de sécurité utilisent les expressions « territoire occupé » ou « territoire palestinien occupé », à commencer par la résolution 242 de 1967. Le Conseil et l'Assemblée générale ont eu l'occasion de rappeler à Israël ses obligations dans ce cadre en l'appelant, en tant que puissance occupante, à s'acquitter des obligations juridiques et des responsabilités qui lui incombent en vertu de la 4e Convention de Genève, qui est applicable à tous les territoires occupés par Israël depuis 1967. Les règles du droit de l'occupation reposent sur l'idée selon laquelle l'occupation n'est qu'une situation temporaire. Elles se fondent sur les principes que la puissance occupante n'acquiert pas la souveraineté sur le territoire qu'elle occupe
et qu'elle doit s'abstenir de prendre des mesures qui pourraient entraîner des changements permanents, en particulier sur le plan social, économique et démographique. Elle doit également maintenir la sécurité et l'ordre public dans le territoire occupé et administrer ce dernier de sorte à assurer la protection et le bien-être des personnes protégées, c'est-à-dire ne pas exercer son autorité aux fins de servir ses propres intérêts. Le statut d'occupation militaire impose donc des obligations positives, dont la principale est la protection des populations soumises à cette occupation. L'applicabilité simultanée du droit international des droits humains et du droit international humanitaire dans une situation de conflit armé ou d'occupation a également été confirmée à de nombreuses reprises, y compris par votre Cour. Il a ainsi été établi que le champ d'application du droit international des droits humains ne dépend pas seulement des limites territoriales d'un État, mais aussi de l'exercice de sa compétence ou de son contrôle effectif, même s'il n'est pas situé sur le territoire souverain de cet État. Le droit international des droits humains est ainsi applicable à l'ensemble du territoire palestinien occupé, au vu du contrôle effectif et de la compétence territoriale exercée par Israël en tant que puissance occupante. Israël est donc lié par l'obligation de respecter et protéger les droits humains de la population. Ces obligations complètent et renforcent celles découlant du droit de l'occupation en vertu du droit international humanitaire. Israël a évidemment le droit de se protéger et de protéger son peuple contre les attaques. Toute mesure prise dans l'exercice de ce droit doit cependant respecter les règles pertinentes du droit international. En conséquence, Israël, en tant que puissance occupante et non souveraine du territoire palestinien, doit veiller à ce que, pendant toute la durée de son occupation, son administration de ce territoire soit conforme aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire et des droits humains. La Cour avait constaté dans son avis de 2004 qu'Israël avait violé divers droits humains des Palestiniens. Ces violations semblent s'être poursuivies en raison de l'expansion rapide des colonies et des infrastructures associées. Par sa pratique d'établissement et d'extension des colonies, Israël s'est engagé dans un transfert d'une partie de sa propre population civile vers le territoire palestinien occupé en violation de l'article 49, paragraphe 6 de la 4e Convention de Genève. Ceci a eu lieu malgré les condamnations expresses et répétées de cette pratique et les appels à y mettre fin par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, et nonobstant la confirmation par votre Cour de l'illégalité de cette pratique dans son avis de 2004. La Cour a également constaté qu'Israël avait détruit et s'était approprié des biens palestiniens d'une manière injustifiable par les nécessités militaires et dans le cadre d'un conflit armé, et qu'il s'agissait d'une violation des articles 46 et 52 du règlement de La Haye et de l'article 53 de la 4e Convention de Genève. Or, des rapports récents du secrétaire général des Nations Unies et du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme démontrent qu'Israël a continué à détruire et s'approprier illégalement des biens dans l'ensemble du territoire palestinien occupé dans le cadre de son encouragement et de sa facilitation de l'expansion des colonies de peuplement. Ces rapports démontrent également que les Palestiniens sont de plus en plus victimes de violences de la part des colons israéliens et qu'ils ne bénéficient pas d'une protection adéquate contre ces violences de la part des forces de sécurité. Le secrétaire général et le haut-commissaire ont tous les deux conclu qu'Israël n'a donc pas protégé la population palestinienne conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 du règlement de La Haye et de l'article 27 de la 4e Convention de Genève. Ils ont signalé que ces violences, accompagnées de l'appropriation et la destruction de biens palestiniens, ont dans certains cas contraint les Palestiniens à quitter leur lieu de résidence, ce qui fait craindre un transfert forcé en violation de l'article 49, paragraphe 1er de la 4e Convention de Genève. Les mesures prises par Israël dans le territoire palestinien occupé
entraînent des changements fondamentaux, notamment démographiques, pouvant endosser un caractère permanent. Elles affectent négativement la population palestinienne au lieu de lui être bénéfiques et contribuent à la création d'un environnement coercitif. Elles vont donc à l'encontre des principes du droit de l'occupation. La communauté internationale partage une préoccupation croissante à l'égard des activités de colonisation israélienne dans le territoire palestinien occupé, qui constitue une pratique préjudiciable à la réalisation de l'objectif de la solution des deux États. Votre cour avait conclu dans l'avis de 2004 que les colonies de peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé l'ont été en méconnaissance du droit international. Le Conseil de sécurité a dénoncé cette situation à plusieurs reprises. Dans sa résolution 2334, le Conseil a réaffirmé sa détermination que l'établissement de ces colonies constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale, une violation flagrante du droit international et un obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et d'une paix juste, durable et globale, et a réitéré sa demande qu'Israël cesse immédiatement et complètement toute activité de colonisation. Les activités de colonisation ne sauraient non plus être justifiées par d'autres fins. Alors qu'Israël est confronté à une attaque armée lui permettant d'exercer son droit à la légitime défense, ces activités de colonisation ne peuvent cependant pas être justifiées au titre de ce droit, en ce qu'elles ne constitueraient pas, en tout état de cause, une mesure nécessaire ou proportionnée, comme l'exige le droit international pour toute mesure prise dans l'exercice du droit à la légitime défense. L'illicéité de cette activité ne peut pas non plus être exclue par un état de nécessité en vertu du droit international coutumier, tel que reflété dans l'article 25 des articles de la Commission du droit international de 2001, notamment parce qu'elle n'est manifestement pas le seul moyen pour Israël de sauvegarder un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent. Ce constat d'illicéité demeure aujourd'hui d'autant plus fondé que, depuis 2004, Israël a poursuivi et accentué sa politique d'implantation de colonies en territoire palestinien occupé, contraire à ses obligations au regard du droit international. Comme votre cour l'avait indiqué dans le cadre de la construction d'un mur, une telle situation peut amener à un fait accompli et à un processus d'annexion de facto. Or, un des principes fondamentaux du droit international est la prohibition de ce type d'annexion. Comme il ressort notamment de la résolution 2625 de l'Assemblée générale, nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale. Le développement des colonies compromet ainsi la viabilité d'un futur État palestinien d'un seul tenant et donc la perspective de parvenir à une solution négociée de deux États. Monsieur le Président, permettez-moi d'en venir à ma quatrième et dernière observation. J'aborderai en premier lieu les conséquences juridiques qui en découlent pour Israël, suivies de celles qui en découlent pour les autres États. Votre Cour a estimé dans l'avis de 2004 qu'Israël était tenu de mettre fin aux violations de ses obligations juridiques, y compris ses obligations au titre du droit international humanitaire et son obligation de respecter le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et de réparer les dommages causés par ces violations. L'examen de la situation actuelle fait apparaître des violations continues du droit international auxquelles Israël doit mettre un terme. Elle porte sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont le caractère coutumier est établi, et sur les règles actuellement en vigueur du droit international humanitaire et du droit international des droits humains applicables à la situation dans les territoires palestiniens occupés. La conséquence juridique première résultant de la responsabilité est la cessation du fait illicite. Selon les termes de l'article 30, sous lettre A des articles de la Commission du droit international de 2001, l'État responsable d'un fait illicite a l'obligation
d'y mettre fin si ce fait continue. Les deux conditions en sont, premièrement, le caractère continu de l'acte illicite et, deuxièmement, le fait que la règle violée soit toujours en vigueur. De ce fait, dans le cadre de la présente procédure, l'obligation de cessation implique que les politiques et pratiques identifiées comme violant le droit international, en particulier les activités de colonisation, prennent fin et que soient abrogés les actes juridiques internes sur lesquels elles sont fondées. Je rappellerai le paragraphe 4 de la résolution 2334 du Conseil de sécurité qui souligne, et je cite, qu'il est essentiel qu'Israël mette un terme à toutes ses activités de peuplement pour préserver la solution des deux États et demande l'adoption immédiate de mesures énergétiques afin d'inverser les tendances négatives sur le terrain qui mettent en péril la solution des deux États. En ce qui concerne les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits humains commises dans le territoire palestinien occupé, il conviendrait également qu'Israël procède à la recherche et la divulgation des faits et mène des enquêtes pour identifier et poursuivre les personnes responsables. Au sujet des autres États, il convient de rappeler que toutes les hautes parties contractantes aux conventions de Genève ont l'obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire. Ensuite, dans l'avis de 2004, votre Cour estimait qu'Israël avait manqué à son obligation de respecter le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à certaines de ses obligations en matière de droit international humanitaire. Elle a conclu que tous les États ont l'obligation de ne pas reconnaître la situation illégale et qu'ils ont l'obligation de respecter les droits de l'homme et celle de respecter le droit à l'autodétermination. Il en résulte une obligation pour les États à ne pas reconnaître comme légale une situation contraire au droit international, soit formellement, soit par des actes qui impliqueraient une telle reconnaissance. Aucune forme d'annexion, y compris partielle, ne saurait ainsi être reconnue au regard du droit international. L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont tout autant appelé à la non-reconnaissance des situations créées par l'annexion ou le déni du droit à l'autodétermination. Les États sont donc tenus de coopérer pour mettre fin à toutes les violations, y compris de manière collective. Cela englobe le rôle du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que, le cas échéant, d'autres organisations internationales, dont notamment l'Union européenne. Enfin, le respect du statut international des territoires palestiniens occupés entraîne encore des effets sur le plan économique. Je rappellerai que, dans sa résolution 2334, le Conseil de sécurité a demandé à tous les États de faire une distinction dans leurs échanges en la matière entre le territoire de l'État d'Israël et les territoires occupés depuis 1967. Cela se traduit en droit de l'Union européenne par la prise en compte du droit international et de l'avis de votre Cour de 2004 en traitant de manière différenciée les produits en fonction de leur origine. Monsieur le Président, permettez-moi de faire quelques remarques finales. La Cour avait demandé en 2004 à l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble de redoubler d'efforts pour mettre rapidement un terme au conflit israélo-palestinien afin d'établir une paix juste et durable dans la région. Cette demande reste plus que jamais pertinente. Elle fait écho à l'obligation pesant sur Israël et sur la Palestine au titre de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier de résoudre pacifiquement leurs différends en s'engageant dans la voie de négociation de paix et en mettant en œuvre les résolutions pertinentes des Nations Unies. Israël a des préoccupations légitimes de sécurité et à ce titre dispose d'une marge d'appréciation importante dans le choix et la mise en œuvre des moyens requis. Cependant, ces actes au nom de la légitime défense ou de la sécurité nationale doivent respecter le droit international, notamment le droit international humanitaire et les droits humains.
Le respect est essentiel pour améliorer la condition humanitaire des personnes en situation d'occupation et pour réaliser une paix juste et durable. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, ceci conclut mon intervention. Je vous remercie de votre aimable attention.